Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Idéal Production. Idéal Production est basé à Cotonou au Bénin. Idéal Production. Au sommaire de cette édition au Congo-Brazzaville, les partisans de l'opposant Guy Brice Parfait Kolela, décédé ce dimanche, ont le cœur meurtri. Sa disparition crée un grand vide dans le rang de ses proches. Au Niger, près de 130 personnes ont trouvé la mort en une semaine. Les attaques de djihadistes présumés visant les civils s'intensifient dans l'ouest du pays, proche de la frontière malienne. Et puis au Liban, le Premier ministre désigné Saad Hariri et le président Michel Aoun ont échoué à se mettre d'accord sur la formation d'un nouveau gouvernement après des mois de blocage. Merci de nous choisir pour vous informer. Bienvenue à tous. On démarre cette édition par le Congo-Brazzaville, où les partisans de l'opposant Guy Brice Parfait Kolela, décédé ce dimanche, ont le cœur meurtri. La disparition de cet acteur politique crée un grand vide dans le rang de ses proches. Testé positif au Covid-19, Guy Brice Parfait Kolela, âgé de 61 ans, est décédé en France lundi, aux premières heures, juste après l'arrivée de l'avion médicalisé, venu le chercher à Brazzaville dimanche, avant la fermeture des bureaux de vote. Le parquet de Bobigny a annoncé l'ouverture d'une enquête confiée à la section criminelle sur la recherche des causes de la mort de l'opposant, dont le corps n'a pas encore été rapatrié. Pour ces militants, sa disparition est une perte immense. On devait en principe reporter cette élection, ou l'annuler tout simplement. De mon humble avis, l'annuler. Parce que c'est un scrutin qui perd de crédibilité, qui perd même tout son sens. Hein? Vous voyez, un challenger, un candidat de cette envergure qui disparaît pendant que nous sommes en train de voter, mais ça laisse tout le monde dans l'étonnement. C'était un grand leader politique congolais. Et puis tout le monde, surtout la jeunesse, avait la vision visée vers lui. Et derrière lui, les gens, surtout le peuple congolais, espéraient vraiment le changement avec lui. Guy Brice Parfait Kolela prônait le changement au Congo-Brazzaville, dirigé depuis 36 ans par Denis Sassou Nguesso. Son décès laisse des milliers de partisans de la démocratie pantois en attendant la désignation de son remplaçant. Les funérailles d'État de l'ancien président tanzanien ont débuté ce lundi. La dépouille de John Magufuli a été exposée à l'occasion. Quelques chefs d'État ont effectué le déplacement pour lui rendre hommage. La dépouille mortelle du défunt président est arrivée en fin de journée dimanche à Dodoma. Il a rejoint le stade de Jamhuri ce lundi. Autour du cercueil de John Magufuli, le peuple tanzanien, mais aussi des chefs d'État du continent. Plusieurs parmi eux s'étaient annoncés à ce rendez-vous d'hommage. Le président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, celui du Kenya, du Mozambique, du Zimbabwe, de Zambie, de Namibie, du Botswana, ont entre autres effectué le déplacement de Dodoma. Après Dodoma, la dépouille mortelle du président John Pombe Joseph Magufuli sera aussi exposée à Zanzibar, Mwanza et Château, la province natale du défunt, où il sera inhumé dans l'intimité familiale à la fin de la semaine. L'ancien président tanzanien est officiellement décédé des suites de problèmes cardiaques mercredi à l'âge de 61 ans à l'hôpital Emilio Mzena dans la capitale économique Dar es Salaam. Depuis le week-end, de nombreux Tanzaniens ont rendu hommage à Dar es Salaam à leur président défunt John Magufuli, dont le décès soudain suscite toujours des questions. Massés sur les trottoirs de la capitale économique, des habitants, parfois en pleurs, ont jeté des pétales au passage du convoi transportant le cercueil de Magufuli, tracté sur un affût de canon par un véhicule militaire depuis une église jusqu'au stade Uhuru, où a été dressée une chapelle ardente.
De la Tanzanie, rendons-nous au Niger, où près de 130 personnes ont trouvé la mort en une semaine. Les attaques de djihadistes présumés visant les civils s'intensifient dans l'ouest du pays, proche de la frontière malienne. La dernière, ayant frappé dimanche des villages de la région de Tawa, a coûté la vie à au moins 60 civils. L'intensification de ces attaques constitue le plus grand défi auquel va être confronté le nouveau chef de l'État, Mohamed Bazoum, successeur de Mahamadou Issoufou, dont la victoire à la présidentielle a été confirmée dimanche par la Cour constitutionnelle. La dernière des attaques s'est produite dimanche lorsque des hommes armés à moto ont tiré sur tout ce qui bouge dans des villages ainsi que dans des campements environnants de la région de Tawa, a déclaré un élu local. Le bilan s'établit provisoirement à 60 morts, a déclaré une source des services de sécurité du Niger. La région de Tawa se trouve à l'est de celle de Tillabéri, toutes deux proches de la frontière avec le Mali. Tillabéri est située dans la région dite des trois frontières entre le Niger, le Mali, le Burkina Faso, régulièrement frappée par des groupes djihadistes affiliés à Al-Qaïda ou à l'État islamique. Le 15 mars, des djihadistes présumés y avaient mené plusieurs attaques contre des véhicules qui rentraient au grand marché hebdomadaire de Bani Bangou. Le 2 janvier dernier, entre les deux tours de l'élection présidentielle, 100 personnes avaient été tuées dans les attaques de deux villages dans la commune de Mangaïsé, un des pires massacres de civils dans le pays. Les pays africains s'écartent de plus en plus des principes de démocratie. Un nouveau rapport d'organisme international fait à nouveau le constat. Le cas le plus criard est celui du Bénin. Ce pays berceau de la démocratie en Afrique ne fait désormais plus partie des 10 pays les plus démocratiques du continent. C'est entre autres le dernier rapport annuel de Freedom House qui a fait le tour des libertés publiques et de la démocratie dans le monde et a déposé son rapport. Conclusion, la démocratie est en souffrance dans le monde. En Afrique, le cas du Bénin, qui en 1990 a pris le leadership de la démocratie sur le continent, est épatant. Le pays sous Patrice Talon a dans ce rapport perdu 14 points et ne figure même plus parmi les 10 pays les plus démocratiques du continent, perdant ainsi le label de pays libre. Le Malawi fait son entrée dans le top 10. Le Cap-Vert a fait un score de 92 sur 100, meilleur que celui de la France. L'archipel lusophone est suivi par deux autres États insulaires, Maurice, qui affiche le même résultat que la Grèce et Sao Tomé et Principe, devance d'un point les États-Unis. Viennent ensuite le Ghana, ex-aequo avec la Pologne et l'Afrique du Sud, 3 points de plus qu'Israël. La Namibie et les Seychelles font mieux que le Brésil, tandis que le Botswana, le Sénégal et la Tunisie figurent un cran au-dessus de la Hongrie et de l'Inde. Le Mali voit sa note dégringoler de 11 points, passant de 44 sur 100 en 2019 à 33 en 2020, année d'un nouveau coup d'État à Bamako. Le Sénégal retombe comme l'Inde en 2020 dans le lot des nations partiellement libres, aux côtés du Malawi, Madagascar et du Burkina Faso, ou encore de nombreux États qui n'ont pas la moyenne démocratique chez Freedom House, comme le Kenya, le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Hors du continent africain, les espoirs d'un dénouement de la crise sans fin au Liban s'amenuisent. Ce lundi, le Premier ministre désigné Saad Hariri et le président Michel Aoun ont échoué à se mettre d'accord sur la formation d'un nouveau gouvernement après des mois de blocage. Le pays est en proie à un effondrement économique. Les détails. Sous le regard affligé de la communauté internationale, la classe politique libanaise, accusée de corruption et d'avoir laissé couler le pays, semble toujours imperméable à l'urgence. La réunion de ce lundi entre Saad Hariri et Michel Aoun a également viré aux accusations acerbes et publiques entre les deux hommes, faisant craindre une impasse totale. Aucune nouvelle date de réunion n'a été annoncée. Dans une allocution télévisée enflammée depuis le palais présidentiel, le Premier ministre désigné a ainsi violemment pris à partie le président Michel Aoun à l'issue d'une brève rencontre avec lui reprochant d'entraver la formation du gouvernement
en insistant sur une minorité de blocage au sein de la prochaine équipe ministérielle et en cherchant à imposer une répartition confessionnelle et partisane des portefeuilles. La mine grave, le ton saccadé, le Premier ministre a assuré avoir soumis au président Michel Aoun une ébauche de gouvernement depuis 100 jours avant de la dévoiler à la presse, les noms des ministres à l'appui. La présidence de la République a aussitôt démenti dans un communiqué toute velléité de minorité de blocage et exprimé son étonnement quant aux propos et au ton du Premier ministre désigné. Saad Hariri est favorable à un gouvernement de spécialistes, mais le chef de l'influent mouvement chiite du Hezbollah, Hassan Nasrallah, allié du président Michel Aoun, l'a appelé jeudi à revoir sa formule. Enfin, l'Union européenne a sanctionné ce lundi le chef de la junte au pouvoir en Birmanie et 10 autres responsables pour la répression meurtrière des opposants au coup d'État militaire qui continue à manifester dans tout le pays. Depuis le coup d'État du 1er février qui a renversé la dirigeante civile Aung San Suu, plus de 2600 personnes ont été arrêtées et quelques 250 tuées, selon l'Association d'assistance aux prisonniers politiques AAPP. Le bilan des victimes pourrait être plus lourd, souligne cette organisation locale de défense des droits de l'homme. Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne ont approuvé des sanctions contre le chef de la junte, le général Min Aung, ainsi que 9 des plus hauts gradés des forces armées et le président de la commission électorale. Ils se voient interdits de se rendre dans l'Union européenne ou d'y transiter et imposer un gel de leurs avoirs et de leurs ressources dans l'Union. Les violences atteignent un niveau absolument inacceptable, a estimé le chef de la diplomatie allemande, Heiko Maas. Il s'agit des premières sanctions depuis le putsch décidé par l'Union européenne qui avait déjà sanctionné en 2019 14 militaires et policiers pour les persécutions contre la minorité musulmane des Rohingyas. De son côté, la BBC a annoncé la remise en liberté de son journaliste birman Aung Tura, interpellé vendredi dans la capitale. 40 journalistes ont été interpellés depuis le putsch, précise le média britannique sur son site. Un deuxième journaliste travaillant pour le média local Mizima a été également interpellé vendredi. En Birmanie, les connexions Internet mobiles sont coupées ainsi que plusieurs réseaux Wi-Fi et seuls les journaux d'État sont actuellement disponibles. Les médias locaux indépendants, dont Mizima, ont vu leur licence révoquée. Les opposants au coup d'État ont décidé de manifester de jour, mais aussi de nuit. Nouveau défi à la répression. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. L'information continue sur Sika TV.